exaltant, puisqu'il parle de finances. Dans un article de presse, mais je suis sûr qu'avec le talent qu'on vous connaît, ça devrait fonctionner. Alors ensuite, nous avons un procès-verbal, celui de la réunion du 17 décembre. Est-ce que ce compte rendu appelle de votre part des observations? Oui, Christiane Sanson. Moi, c'est à la page 19, le bas de la page. Les élus de Corpien ont voté la création des 3 services communs archives, communication et informatique, en posant comme condition que les services de TVN fournissent annuellement une comptabilité et proposent des ajustements financiers si besoin, et que cette précision apparaisse dans les 3 délibérations. Et dans la formulation qui fait allusion à mon intervention en bas de la page 19, je ne retrouve pas ce que j'ai dit. Eh bien, on précisera tel que tu viens de le citer à l'instant. Merci. Voilà. À ce moment-là, je suis d'accord avec le compte rendu. Très bien. Y a-t-il d'autres observations? Je soumets au voix. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors. Et qu'il y a de l'inflation et qu'il faut de plus en plus de personnes pour s'occuper de nos bâtiments, de nos personnes âgées. L'équation est compliquée. L'équation est compliquée, sauf à augmenter le prix de journée. Ce que nous n'avons pas voulu faire, ce que nous n'avons pas voulu faire aux familles avec un pouvoir d'achat déjà très faible. Donc 400 000 € qu'on considère comme une bonne subvention pour le CIS, bien évidemment. Je me retourne vers Jean-Pierre Dubout, le vice-président à la santé et au bien vieillir. Je ne sais pas si ça fait... Il faut également faire des efforts. Les efforts doivent être faits partout. Si l'année prochaine, on arrive à verser un peu moins en subvention au CIS par une meilleure analyse des choses, la parole après peut-être Jean-Pierre, ce sera d'autant moins sur le budget général et il nous fait l'oxygène après pour le budget général. Une précision, Olivier, c'est que tout ça se fait dans le souci de respect de la neutralité budgétaire. Si je prends l'exemple du syndicat intercommunal d'aide à domicile qui a été, dont les compétences ont été transférées à TDM et qui intervient sur le secteur, on va dire Guillaume au sens large, ce que les communes versaient avant, en intégrant des subventions exceptionnelles pour assurer l'équilibre, ces sommes ont été réduites des attributions de compensation des communes. On va dire qu'il y a sur ces 400 000 €, si je prends cet exemple-là, environ 80 000 € qui s'expliquent par une recette qui vient en face. Donc, quelque part, on voit des totaux qui augmentent, mais parallèle, on fait d'atténuation de charges, on a des recettes en face qui font qu'on conserve bien cette rigueur d'être dans la neutralité budgétaire. Donc, pour l'analyse rétrospective du fonctionnement, on en est là, avec encore une marge de manœuvre. Sur l'analyse rétrospective de l'investissement, 2020 a vraiment été une année où on a beaucoup plus investi, où on est allé sur plus de 3 millions d'euros financés. Les principaux programmes ont surtout été les travaux de notre siège, qui sont quasiment terminés. On aura une petite enveloppe pour 2021. De gros travaux de mise aux normes sur le barrage d'Aubusson qui vont également continuer. Et le volet conception. Vous savez qu'on est sur une procédure de conception-réalisation, donc toute une partie ingénierie et conception sur la piscine pour un peu plus d'1 million d'euros financés. Le niveau des subventions, de l'accompagnement de nos partenaires a été celui qu'on attendait, à hauteur à peu près de 2020, a été entièrement autofinancé cette année, ce qui fait que la dette à l'instant T est de l'ordre de 1,6 million d'euros, c'est-à-dire qu'il nous faudrait un peu moins de 2 années pour rembourser notre dette. Donc un autofinancement plutôt correct cette année, encore, des taux d'impôt inchangés en 2020, des taux d'impôt que
que nous vous proposerons de ne pas faire évoluer en 2021. Donc pas d'impôts supplémentaires, pas de hausse de taxes en 2021. Et c'est des taux inchangés depuis 2017 pour des investissements assez conséquents en 2020, mais qui vont prendre une autre ampleur sur la période 2021-2024. On peut ajouter un autre phénomène lié auquel les contribuables ne sont pas forcément toujours sensibles, mais les élus municipaux et communautaires que nous sommes le sont sensibles. C'est le fait que cette communauté n'a réduit aucunement les attributions de compensation versées aux communes. Ça paraît presque une évidence, mais c'est important de souligner. En gros, des solutions de facilité, il y en a deux. L'augmentation des impôts, et puis raboter ce que la communauté verse aux communes. Et nous avons tenu cet écueil, cette ligne de crête, consistant à dire on ne vient pas pénaliser les communes ont besoin d'exister, les communes ont besoin de continuer à porter des projets, donc on ne vient pas proposer en tout cas une minoration des attributions de compensation, et on tient compte aussi, autant que faire se peut, de la situation des contribuables, qu'ils soient ménages ou entreprises, pour je dirais, maintenir la pression fiscale la plus raisonnable possible. C'est vrai qu'on reste du temps, on cherche à la fois des financements pour les projets d'investissement, et également on optimise la gestion de ce joli bateau qui est TBM, pour qu'il puisse voguer dans de bonnes conditions, et faire en sorte que les habitants retrouvent des services publics de qualité qui soient gérés dans cette nouvelle dimension, puisque nous sommes passés de 4 PCI, pour 3 d'entre eux moins de 8 000 habitants, un autre à peine plus de 14 000, à un EPCI de pratiquement 40 000 habitants. Donc on a quand même eu d'un seul coup une grosse crise de croissance qu'il a fallu absorber et gérer. Voilà, parenthèse, pour expliquer ce qu'il en est dans notre relation aussi aux communes. Une fiscalité qui n'a pas été touchée, une fiscalité avec un pouvoir d'achat meilleur pour la population, dès lors que la taxe d'habitation a été supprimée pour 80% de la population, ce que je dis, car qui a été fait remarquer par Éric Cour lors de la commission des finances. C'est vrai que souvent, quand les impôts augmentent, on sait le dire, quand une taxe est supprimée, on peut le dire aussi. Et même si pour la collectivité, celle-là et les autres, ce n'est pas une grande avancée, puisque nous n'avons plus un impôt dynamique, je vous le disais, mais une dotation qui j'espère, sera évolutive, mais on a de forts doutes. Et pour nos projections 2021-2024, dès lors qu'on a dit que cette année avait été plutôt intéressante, avec un autofinancement conséquent, avec pas d'emprunt sollicité en 2020, les projections pour 2021, parce que c'est ce qui nous intéresse ce soir sur ce rapport d'orientation budgétaire, on a voulu une totale transparence pour vous mettre tous les chiffres sur une orientation sur 2024, sur un schéma de base de ce qui pourrait se passer, pour dire si on a la volonté de faire comme ça avec les chiffres qu'on peut attendre, ça va être compliqué. Donc il faudra faire des choix collectifs, en cherchant des nouvelles recettes, par l'économie, par l'accueil de nouvelles entreprises, par différentes choses. Il faudra vraisemblablement qu'en 2022 ou 2023, on s'intéresse aux taux de fiscalité également, pour pouvoir aborder un fonctionnement conséquent et des investissements lourds, car nous avons une forte dépendance fiscale en recettes. 2 tiers de nos recettes sont des mannes fiscales, avec un impact de la crise qui sera assez énormissime, et on s'attend à des baisses très fortes en CVAE, en contribution de la valeur ajoutée des entreprises, que j'ai oublié tout à l'heure. Mais dès 2021, on a simulé une baisse de 300 à 400 000 euros sur le territoire de Thiers-Doré-Montagne, sur la CVAE. La CFE, la contribution foncière des entreprises, devrait être moins impactée, peu impactée. Et on tente à croire que
ce pourrait être encore pire sur 2022. Plus la crise va s'allonger, plus les répercussions seront longues sur nos ressources fiscales. Un contexte très faiblement inflationniste qui met des revalorisations des bases pour 2021 à un niveau jamais connu, historiquement bas, des dotations d'État stagnantes, voire un peu en érosion du fait de l'écrêtement dont je vous ai parlé tout à l'heure, des subventions et des participations qu'on a mis stables, mais qu'il faut espérer beaucoup plus élevées. C'est pour ça que dans mon propos liminaire, je vous ai dit qu'il fallait un partenariat fort et qu'il nous faudra beaucoup plus de subventions qu'on a prévu dans ces orientations pour pouvoir tenir le cap. Et puis des produits exceptionnels qui ne sont que ponctuels et sur lesquels nous ne pouvons pas compter. Et nous allons, nous en avons parlé encore ce matin avec le président, remettre sur la table notre pacte fiscal et financier, revoir le FPIC et avoir une politique de solidarité. On l'a bien compris, je l'ai bien compris, j'ai alerté le président, j'alerterai le bureau. Les plus petites communes, les moins peuplées, nous ont alertés sur les difficultés qu'elles pouvaient avoir et nous ont alertés sur les quelques aides qu'on pourrait leur apporter. Ce pacte fiscal et financier, il a été plutôt très bon, compliqué à comprendre, mais plutôt intéressant. Mais il a quelques failles. S'il avait été parfait, il aurait été dupliqué dans toutes les communes de France et de Navarre. Donc je crois qu'il faudra qu'on réfléchisse avec le cabinet d'études pour avoir vraiment une justice territoriale. Et au travers de cette communauté, au travers de ces plus petites communes qui ne demandent pas grand-chose, mais qui demandent à être vraiment aidés sur des choses très concrètes, sur des petites thématiques. Et je crois qu'il faudra que les communes les plus importantes perçoivent ça et sur la masse financière de notre intercommunalité, cette aide vers les plus petites communes devra être importante et ça restera une de mes priorités. Je serai le défenseur de ça, mais je ne doute pas que le président et que tous les membres autour de la table auront un regard particulier vers ces plus petites communes. Pour ce fonctionnement et pour les projections de 2021 à 2024, nous avons été assez stricts et assez volontaristes dans la mise en perspective de vraiment minimiser nos charges. Nous avons fait des prospectives sur des charges à caractère général sur une évolution annuelle de 1%. De 1%. Si nous arrivons à tenir ce cap, ce sera vraiment un beau challenge. Nous avons, et je vous le disais également, essayé de rester dans ces enveloppes au niveau des dépenses de personnel, avec une augmentation de 1,8%. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des ouvertures de postes sur des choses qui ont été créées en 2020 et qui vont voir leur évolution en 2021, et l'ouverture de nouveaux services. Ça va être le cas, par exemple, de la maison France Service à Côte-Pierre, où nouveaux services demandent nouveaux personnels. Nous avons bien essayé dans le budget de réaffecter des gens, mais on a vu que c'était assez compliqué. Mais on continuera à retravailler ces choses-là. Sur les futurs travaux de plaide, pardon, mais il y a aussi le fait qu'à effectif totalement stable, il y a un minimum de revalorisation lié à l'avancement d'échelon, à l'avancement du grade. Pas beaucoup à la revalorisation du point d'indice, malheureusement, mais en tout cas, mécaniquement, et encore, ça ne suit pas l'inflation, mais globalement, sans recruter qui que ce soit, le volume de la masse salariale augmente. De toute façon, dans la situation où on est, il va falloir, sur toutes nos charges, les contenir. C'est une évidence de le dire, c'est plus compliqué de le faire, mais nous n'avons pas d'autre possibilité si nous voulons continuer à investir. Nous aurons bien évidemment, à partir de 2021, des frais financiers, puisque nous allons investir,
nous allons emprunter dès 2021 un peu moins de 4 millions d'euros, autour de 3,8 millions en 2021 et un peu plus d'1,5 million en 2022. Aujourd'hui, nous commençons à nous retourner vers les autres organismes bancaires. Sur ces emprunts-là, aux alentours de 4 millions d'euros sur 20 ans, on doit être aux alentours d'un peu plus de 0,5%. 0,56 aujourd'hui. Donc, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Le tableau que vous avez, je ne sais pas si vous l'avez, et après, voilà, c'est un tableau qui peut faire peur et qui ne doit pas faire peur, qui doit simplement alerter sur l'effet de ciseau, moins de recettes de fonctionnement, plus de dépenses, plus de frais financiers, qui peut, sans subvention supplémentaire, sans participation supplémentaire de nos partenaires, nous amener à avoir une épargne nette négative en 2023. Ce ne sera pas le cas. Ce tableau-là, il veut simplement dire que c'est une trajectoire linéaire, sans travail approfondi sur chaque ligne, sur chaque dépense, et sans retravailler les recettes. C'est un peu le Titanic, quoi, si on rectifie le tir. Heureusement, il y a des gens à la manœuvre. Oui, mieux être dans le Vendée Globe que le Titanic. Mais donc voilà, donc ce qu'on ne veut pas, c'est ce schéma-là. Donc, il va falloir le retravailler en commission des finances, où chaque vice-président dans sa délégation devra retravailler à la fois les dépenses et les recettes. Sachant que 80% des causes de cette trajectoire sont extérieures à TDL. Concernant la section d'investissement, parce que c'est là-dessus, sur ces prochaines années, c'est vraiment là où la collectivité va prendre son envol sur une courbe exponentielle. Sur 2021, nous allons rentrer dans le dur, dans la création du centre aquatique où on devrait avoir en crédit de paiement un peu plus de 6,5 millions d'euros de crédit de paiement sur 2021, sur la construction qui va attaquer du centre aquatique. C'est quelque chose d'attendu, donc on sera à un peu plus de la moitié de l'opération. 2022, nous finirons cette opération pour un peu plus de 12 millions d'euros. Ce sera l'achèvement des travaux de mise aux normes du barrage de Luçon. Donc, c'est également un site emblématique, anciennement du pays de Courpire, aujourd'hui TDL, qui rentre dans la transition énergétique, qui rentre complètement dans nos politiques publiques, qui a été bien aidé. Ça doit être un étendard, un sujet sur lequel on doit valoriser notre politique. Et c'est vraiment un beau projet, bravo aux gens qui s'en sont occupés et qui continuent de le faire. Et puis, on aura la fin de la réhabilitation de notre siège aux alentours de 200 000 euros. Je peux vous dire que tout à l'heure, nous avions le directeur général, ex-directeur général des services de Clermont Métropole, qui a travaillé dans beaucoup de collectivités. Et quand on lui a dit la somme sur laquelle on avait payé le bâtiment et les travaux qu'on avait faits, il nous a félicité en disant qu'on avait fait une très, très, très belle opération. Parce que s'il avait fallu construire ce bâtiment, on aurait eu à faire un chèque beaucoup plus important. En 2021, un projet qui n'était pas dans nos têtes il y a des années, mais qui va voir le jour, c'est le premier espace France Service à Courpierre, à hauteur de 330 000 euros, sur une co-maîtrise d'ouvrage avec la ville de Courpierre sur un bâtiment, quelque chose d'intelligent. C'est Courpierre qui va gérer les travaux, et nous, on viendra avec eux dans ce bâtiment. La conservation du patrimoine, donc les voiries, les zones d'activité, un peu d'espace public, a prévu à peu près entre 150 et 200 000 euros. La poursuite des missions d'ingénierie, du commerce et de tout ce qui peut se faire sur le bas de la ville et sur la ville-centre autour de tiers 2030 pour un peu plus de 100 000 euros en 2021. Le dispositif Solaire Dome qui est en train de poindre avec des marchés publics qui sont en train d'être lancés sur un beau projet de transition énergétique avec à peu près 70 000 euros par an sur 2021 et 2022 et une enveloppe liée à tout ce qui est bien d'équipement et foncier aux alentours de 150 000 euros par an sur ces années-là et bien d'autres politiques puisqu'on continuera sur ces années-là
à abonder, comme on l'a fait en bureau tout à l'heure, des aides aux particuliers pour la rénovation de l'habitat, pour l'isolation, pour les non-handicapés. C'est à peu près 800 000 euros sur le mandat d'aide aux particuliers. Donc c'est une politique intéressante, vraiment concrète, qui fonctionne sur des territoires depuis longtemps, sur d'autres un peu moins. Le premier vice-président Stéphane Rondier, en charge de cette politique, est en train de travailler avec sa commission sur la mise en place d'un PIC unifié, c'est-à-dire qu'on va passer un autre cadre entre les pics de la montagne tianoise, le pic départemental, le pic de site. Voilà, on aura une vraie osmose avec une vraie politique de l'habitat et d'aide aux particuliers sur ce territoire. Et je pense qu'on a de l'avance sur beaucoup de territoires sur cette thématique. C'est une thématique qui est connue, qui est reconnue et qui a une vraie utilité sur la transition énergétique. Donc toute cette programmation va faire que notre dette va augmenter. Elle était famélique en 2020 à hauteur, je vous l'ai dit, d'1,6 million d'euros. Elle va atteindre son apogée en 2022 à hauteur de 6,5 millions. Et puis après, pour se tasser à 5,9 millions en 2024, avec des emprunts, des remboursements bien évidemment, qu'il faudra prévoir dans nos orientations budgétaires. Avec une période historiquement propice au recours à l'emprunt, quand on connaît les taux pratiqués aujourd'hui. L'ancien vice-président aux finances, Daniel Garfica, opine du chef. Daniel, qui a dû connaître des taux d'intérêt beaucoup plus élevés au début de son premier mandat, on remonte un petit peu dans l'histoire. Mais là, quelque part, c'est entre ça et les financements du plan de relance. Un projet, si je reprends le projet de centre aquatique, projet de piscine, pour le dire plus simplement, on a aujourd'hui un taux de financement plutôt très bon, quand on connaît le montant de projet, à hauteur d'un peu plus de 50% hors taxe. Et on travaille encore avec tous les financeurs, il a fait ça avec le département, pour qu'on arrive, si possible, à 60, voire à 70% de subvention. Donc, à chaque fois, 10% de subvention, c'est en gros 1 million d'euros de plus de recettes d'investissement. Il est vrai que là, pour le coup, c'est générateur de moindres dépenses sur les 20 ans à venir et nous permet de retrouver assez rapidement une capacité d'endettement correcte, même si avec 6 millions d'euros, on est loin d'être en danger par rapport à notre capacité à rembourser cet emprunt. Oui, et je le répète, vraiment, je crois que c'est le mot clé de cette orientation budgétaire 2021 et pour le reste du mandat, c'est le partenariat. Nous avons encore au mois de février une rencontre avec un partenaire fort et le but est voilà, de faire comprendre que ces équipements structurants sont un vrai plus pour le territoire et chaque million d'euros est important parce qu'il fait complètement contrebalancer ce fameux tableau un peu inquiétant. Et du lobby, du travail, de la persuasion et du bon travail collectif avec les meilleures idées qu'il faut sur le territoire, et nous arriverons à vraiment faire ce que nous voulons. Mais ça demande beaucoup de travail et que nos partenaires nous accompagnent. Le budget déchets ménagers, un budget qui va pas mal, qui est bien financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, une taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était différente entre les 4 anciennes intercommunalités. On va sur un point de convergence en 2022. 2023, on sera au même taux, et c'est à partir de là qu'il faudra qu'on voit ce qu'on réalise. Une crise sanitaire qui a beaucoup impacté nos services, avec certes moins de contributions au Valton, parce que moins de tonnage, mais beaucoup de plus de moins, beaucoup moins de ventes de matériaux, donc beaucoup moins de recettes. Mais c'est une année qui s'est globalement très bien passée. On arrive sur un budget très cohérent sur les déchets ménagers, avec
un renouvellement du parc de véhicules, du parc de bacs qui est en très bon état par rapport à bien d'autres territoires. Donc on a une vraie belle identité sur les déchets ménagers sur 2021-2024. C'est un peu la même chose, des recettes qui sont un petit peu en baisse et des dépenses qui devraient être en forte hausse. Et notamment une dépense qui s'appelle la taxe générale sur les activités polluantes, qui est une taxe qui est votée par l'État sur chaque tonne enfouie à l'incinérateur. Et d'ici 2024, nous devrions reverser plus de 400 000 euros à l'État par rapport à l'instant T, ce qui est une somme astronomique. Donc, il y a des parlementaires qui se sont saisis de cette question. C'est qu'André Chassaigne a interpellé le ministre s'occupant de cette thématique pour vraiment leur dire que ce sont des dépenses considérables pour les collectivités qui devront les répercuter sur les citoyens. Comment faire autrement? Il faudra certes avoir une politique très volontariste sur cette thématique-là pour moins produire de déchets. Moins nous produirons de déchets, moins de tonnes iront à l'incinérateur et moins d'argent sera versé sur la TGAP. Donc, il y a un process important qui est mis en place par les communes, par l'intercommunalité, sur le compostage, sur les déchets organiques, sur moins d'emballage, sur beaucoup de choses, mais ça ne suffira pas. On sait que la TGAP va fortement augmenter et que ça aura un impact très embêtant pour notre collectivité. Il y a également eu le rattrapage des régimes indemnitaires des agents qui venaient de différentes collectivités. Vous ne pouvez pas avoir sur deux marchepieds sur le même camion des gens qui touchaient des salaires complètement différents et qui aujourd'hui font le même travail. Tout ça, socialement, a été un rattrapage par le haut, pas par le bas ou le milieu, c'était un rattrapage par le haut, mais ça a eu des sommes, et ça continue à avoir des sommes assez conséquentes, Et la projection qu'on a intègre des projets structurants, avec un plan d'investissement sur ce budget-là important, notamment sur un projet de rénovation complète de la déchetterie de Saint-Rémy-sur-Durol, qui est une déchetterie aujourd'hui qui est morte, qui n'est plus aux normes. Donc les services de l'Adréal sont assez sympathiques pour nous dire, on ferme un peu les yeux parce que vous avez un nouveau projet, un projet de nouvelle déchetterie. Chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, on vous avait dit que ce projet pouvait s'élever à hauteur de 650 000 euros TTC. La première analyse du cabinet d'études qui nous a rendu son rapport nous a rendu un rapport à 1,2 million d'euros sur la réhabilitation de la déchetterie de Saint-Rémy-sur-Durol, sans fioriture, sans faire des choses extravagantes. Donc, nous devons retravailler le projet, mais nous savons pertinemment que retravailler le projet, c'est bien, mais le diviser en deux, ça sera impossible. Ce qui veut dire, dans ce cas-là aussi, il faudra aller chercher des recettes. J'ai déjà sollicité M. le sous-préfet sur la DETR, sur la DSIL, sur un plan de relance, sur tout ce qu'on peut trouver, mais il faudra contrebalancer la différence entre ce que ça va coûter et la projection de 650 000 euros pour pouvoir arriver à boucler le budget. Et ça ne va pas être facile, mais nous devons y arriver. Une autre programmation, c'est la programmation qu'on a imaginée sous le terme d'écopole. Hier ou avant-hier, nous devions construire un centre technique pour regrouper tous les camions de déchets ménagers sur un site à la Tussière et où on arrivait aux alentours de 3,5 millions d'euros sur ce site-là. Tout ça est inconcevable dès lors que ce projet-là ne pouvait abonder à aucune subvention, ou presque. Donc, nous vous proposerons, mais dans le cadre, j'ai proposé en commission des finances, Monsieur le Président, une commission peut-être spécifique autour de plusieurs vice-présidents, et notamment de la deuxième vice-présidente Rachel, autour du développement durable, de la création d'un écopole qui pourrait abriter toutes les thématiques environnementales et toutes les politiques liées à la transition énergétique
de l'intercommunalité. Mais pas seulement un bâtiment pour Thiers, Doré, Montagne, un bâtiment pour la population, et un bâtiment évolutif qui pourrait être vraiment un vecteur de communication et une vraie empreinte de la collectivité sur sa volonté de travailler sur des énergies propres, sur l'isolation du bâtiment, sur l'eau, sur l'assainissement. Et qui permettrait aussi de relier un deuxième projet, c'est celui de recyclerie, voilà. Puisqu'on considère qu'en matière de déchets, on ne va pas assez loin dans le démontage, le démantèlement des déchets afin de favoriser leur réemploi. Et je fais un peu de mots en disant que dans réemploi, il y a aussi emploi, et que cette activité de recyclerie, de recyclage, permettrait aussi, en lien avec l'expérimentation territoire zéro chômeur, de développer, encore une fois, l'emploi sur le secteur. Donc, on est vraiment sur quelque chose un projet global, effectivement, du coup, qui ne deviendrait plus un centre technique de recyclerie, mais un écopôle, avec effectivement quelque chose qui serait aussi plus facile à accompagner par des financeurs et pourrait avoir au final nécessiter un autofinancement moindre de la collectivité, puisque c'est bien ça que nous cherchons au final, à la fois d'avoir des projets utiles, des projets ambitieux et des projets bien financés. Complètement, puisqu'on peut aller voir nos partenaires avec le dispositif zéro chômeur, territoire zéro chômeur, où aujourd'hui on est une espèce de gondole. Il faut profiter de ça sur la recyclerie et l'économie circulaire, sur la déchetterie qui existe là-bas, sur la transition écologique. Aujourd'hui, nous avons tous les ingrédients, mais pas tous les ingrédients qu'on peut voir à la télé, qu'on peut lire sur un journal. On a tous les ingrédients aujourd'hui pour les vivre au quotidien. Mais vraiment pour les vivre, pour faire vivre également des gens, pour avoir de l'emploi et pour vraiment créer quelque chose de cohérent. À partir de là, eh bien, nous aurons les financements en face pour pouvoir réaliser cet équipement. Mais cet équipement, il faudra qu'il soit réfléchi par tous, réfléchi par le plus grand nombre de conseillers communautaires et communaux qui voudront participer à cette commission pour mettre tous les ingrédients et voir ce qu'on peut réaliser. Et après, nous ne pourrons réaliser que ce que nous pourrons réaliser par rapport aux financeurs qui vont nous accompagner et par rapport à notre autofinancement qui sera en face. Donc, c'est un vrai travail collectif ambitieux qu'on peut avoir sur cette thématique qui va demander beaucoup de travail. Sur les autres budgets annexes, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, sur les zones d'activité, la commercialisation a bien évidemment été ralentie du fait de la crise sanitaire. Nous avons un potentiel très intéressant encore sur Mathussière qui se remplit vite et bien, je crois, avec une étude urbanistique et architecturale dédiée à ce site-là, avec la fin de la commercialisation du champ du bail, avec une extension qui peut aller assez rapidement sur Racine, aux alentours de 6 hectares et demi, des évolutions également sur Feulet 2, où il faudra effectivement concilier artificialisation des sols, développement économique et nouvelles recettes. Là, ville de Thiers et intercommunalité, et tout le monde autour de la table, bien évidemment, au travers de documents d'urbanisme, devront y réfléchir, mais je pense qu'on y arrivera. Et une commercialisation qui est en cours sur la gamme, autour de 18 000 m² disponibles. Sur le budget espace d'activité, c'est un budget lié à l'aménagement du territoire, au maintien des activités, impacté, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2020 par les allègements de loyer. Ça tendrait à continuer à être la même chose en 2021, au moins pour ce début d'année, si les choses ne s'améliorent pas. Et puis, sur le budget SPANC, voilà, c'est un peu plus simple, puisque sous l'égide de Thomas Barneria, ce sera un budget qui sera équilibré par la redevance, qui a été lissée sur 8 ans, sur une contribution de 15 € par an, qui seront perçus par les services sur les usagers, et voilà, sur une structuration du service
dédiés parallèlement aux services rendus. Donc beaucoup de travail encore, parce qu'on sait qu'il y en a qui sont plus ou moins avancés sur ces travaux d'assainissement. Et cette thématique d'eau et d'assainissement sera une thématique du futur pour l'intercommunalité. Voilà, pour conclure, vous voyez que cette année 2020 a été plus que correcte, a été bien réalisée. Je voudrais remercier mon prédécesseur et celui avec lequel j'ai travaillé des dizaines d'années, Daniel Bertucal, qui a fait avec Philippe Prada un budget productif 2020 qui ressemblait à quelque chose, avec très peu de décisions modificatives, pas de budget supplémentaire, avec une exécution du budget qui s'est fait vraiment en toute sincérité et rigueur. Donc, quand on prend la main derrière un expert et quelqu'un qui sait compter, c'est déjà pas mal, mais ça met encore un peu plus de pression pour faire aussi bien que lui. Et j'espère que j'arriverai à le faire. Je remercie le président pour sa confiance. Je remercie tous les vice-présidents que j'ai rencontrés dans les premières orientations budgétaires et commencer à construire un budget 2021. Tout le monde a été conscient, c'est pas facile. Tout le monde a réalisé vraiment du bon travail, aussi bien sur les dépenses que sur les recettes. Il y a des gens qui ont été super intéressants. Alors, c'est moins mathématique, mais par exemple, on a parlé de culture. Je peux vous dire quand la culture s'est présentée face à moi, ils se sont dit, il ne va rien comprendre. Et je n'ai pas tout compris. Mais vraiment, c'est des gens qui sont allés chercher des financements, qui ont des projets, qui ont de l'ambition. Je peux vous dire que moi, c'est des gens qui m'ont séduit. Et je peux vous dire qu'on a une attention toute particulière sur ce secteur-là, parce que c'est un secteur important. Je voudrais remercier, pour finir, Philippe Prada, le directeur financier, Christophe Pili, Ludo Dupin, les DGS de la vie, de l'Interco, tous les services des finances qui sont très agréables, qui font du bon café, qui m'accueillent toujours très bien et qui sont très pédagogues, qui sont très sérieux, qui ont beaucoup d'humour, qui ont beaucoup de qualité. Je peux vous dire que c'est pas facile parce que vous, comme moi, quand on traite des budgets de plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est compliqué. Il faut qu'on soit bien accompagné. Soyez sûr que nos techniciens nous accompagnent bien et qu'on peut avoir confiance en eux. Ayons confiance en nous, soyons motivés et surtout, on se donne rendez-vous bientôt pour une commission parce que le plus dur commence et il faudra déjà bâtir le budget 2021. Merci. Merci Olivier, merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à alimenter ce rapport d'orientation budgétaire. Effectivement, succéder à Daniel Bertuca était une chose ardue, même si sa modestie fait qu'on est en train de le contrarier, Olivier, à lui tresser quelques lauriers. En tout cas, je pense que la teneur des débats en commission des finances et je dirais la quantité d'informations à la fois synthétiques et exhaustives contenues dans ce document démontre qu'il y a une forme de continuité dans l'intérêt que les vice-présidents aux finances portent à leur délégation et à leur capacité à nous rendre la chose intelligible. Merci à toi. Maintenant, l'objectif, c'est que chacun puisse, autant qu'il le souhaite, s'exprimer pour qu'on puisse effectivement après prolonger cette discussion, l'approfondir en commission des finances. Alors, Stéphane Rodier. Oui, merci pour cette présentation très claire déjà, et puis dire que d'une certaine manière, cette intercommunalité prend ses responsabilités face à la crise. Elle les a pris avec l'ensemble de dispositifs, l'aide au commerce particulièrement, mais aussi tous les dispositifs du CIAS, du centre social qui est en train d'émerger. Je salue les deux vice-présidents chargés, Jean-Pierre Dubout, Pierre Rose et Martine Munoz sur ce sujet. C'est aussi une prise de responsabilité vis-à-vis de l'avenir. Et Olivier disait
que c'était compliqué dans les temps actuels de prédire ce qui allait arriver. Il y a un grand physicien, Niels Bohr, qui disait les prédictions sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir. Bon. Nous en sommes là, mais malgré tout, tout en étant sur une ligne de crête, évidemment par rapport à l'année 2021-2022, les rentrées fiscales, nous ne les connaissons pas, nous avons quelques craintes. Toujours est-il que le couple intercommunalité-commune fait partie du couple qui met le plus sur la table en termes d'investissement public. Et nous avons, pour le développement économique même, un intérêt, une volonté de développer cet investissement pour faire en sorte que le pays puisse redémarrer. Nous avons une responsabilité particulière dans ce redémarrage économique et l'intercommunalité, au travers des différents investissements prévus, montre qu'elle tient à prendre sa responsabilité pleinement au sérieux. En plus, nous préparons l'avenir par rapport à ce qui a été dit, par rapport à la transition écologique, et je salue le travail fait par Rachel Bournier, qui est aussi une volonté de l'ensemble de l'exécutif, et le travail autour de l'écopole le montre. Il y a une volonté non seulement de redémarrer, mais de redémarrer dans une direction donnée, avec une boussole, un ordre. Et cette volonté politique, elle est marquée au travers de ce document, mais surtout au travers des actions que nous voulons porter collectivement sur ce territoire. Donc pour ma part, un message aussi d'optimisme, parce que dans les temps où nous vivons, on est quand même avec des discours moroses. Je pense que le travail qui a été fait, le sérieux, conduisent sinon à un optimisme béat, à une volonté, à un engagement au service de ce territoire, et que les propositions en termes budgétaires montrent tout ce que nous pourrions mettre en œuvre sur ce territoire et qui engagent l'avenir. En tout cas, merci à l'ensemble de l'exécutif sous la direction de Tony Bernard d'avoir réussi cette gageure de conjuguer un sudoku malaisé, mais qui maintiennent quand même quelques espoirs pour l'avenir. Oui, Tara, voilà. Oui, monsieur le vice-président Olivier Chambon, c'est très difficile, il va être très difficile de prendre la parole derrière une aussi belle présentation. Bravo pour la qualité pédagogique de cet exercice qui n'est pas aisé. Donc ce soir, effectivement, nous devons avoir se tient un débat d'orientation budgétaire. Donc un débat c'est fait pour faire des propositions, faire un certain nombre d'observations. Et sur ce qui vient d'être décrit, sans être rabat-joie et en étant optimiste, je voulais faire un certain nombre de propositions, d'abord, et d'observations. D'abord, me réjouir que le mot écologie, le mot transition écologique commence vraiment à imprégner. Il y a une urgence écologique, une urgence climatique qui est là. Tout le monde a pleine conscience et c'est très bien. Tout le monde a pleine conscience que ces enjeux-là, nous devons les prendre au sérieux et les mettre en œuvre avec méthode, avec rigueur. Donc l'écologie, elle n'a pas besoin de mesurettes, elle a besoin d'actions fortes et immédiates. Et j'espère que cette ambition ne sont pas de vains mots. Par contre, j'ai quand même quelques difficultés sur le en même temps de la collectivité sur ces sujets-là. Parce qu'on ne peut pas avoir porter une ambition de transition écologique et en même temps aller urbaniser encore affeler des terres agricoles avec des nappes phréatiques plantées sur l'environnement aussi durement. On ne peut pas parler de transition écologique si on ne lève pas les moyens maintenant de façon urgente pour développer un réseau de transport en commun qui va irriguer l'ensemble de l'intercommunalité avec un réseau efficient, un réseau propre. Donc j'appelle dans mon vœu une nouvelle fois que l'on rediscute, même si ce n'est pas l'endroit où se décide ce type de dossier, mais sur le versement de transport, il faut qu'on puisse afficher une ambition sur des questions de mobilité.
Alors, il y a également des enjeux démocratiques dont il faut qu'on ne s'exonère pas. On a été élus de façon légitime, mais de façon quand même très réduite. Il y a une défiance quand même des citoyens, il y a une compréhension du territoire qui n'est pas encore totalement intégrée. Il faut demain qu'on trouve aussi les moyens d'associer les populations à nos politiques. Et sur la démocratie participative, moi je reste quand même très attentif et il faut qu'on puisse réfléchir à ces questions-là. Alors ensuite, sur les aspects un peu plus financiers, on a une situation maîtrisée, certes, mais aussi dégradée, il faut le dire, et qui va se dégrader dans le temps si nous n'intervenons pas sur les leviers que le président et le vice-président ont indiqués. Ces leviers-là, ils sont au nombre de... Il y a 2-3 leviers. Il y a la fiscalité. Alors, est-ce qu'on augmente la fiscalité ou non? Et surtout, des choix cruciaux qu'on aura aussi à faire sur les investissements. Donc, aller chercher des ressources, je pense que de façon très objective, ça va être quand même extrêmement compliqué, parce que tout le monde est tendu, toutes les collectivités, y compris celles qui interviennent fortement aux côtés des communes d'interco, ont aussi leurs difficultés. Demain, on va avoir des conséquences, des choix quand même assez cruciaux à faire. Alors cette situation, elle est dégradée, je pense qu'il faut qu'on puisse le dire, parce qu'il y a un investissement très lourd qu'il va falloir qu'on rembourse, c'est celui de la piscine. Voilà, je ne vais pas revenir sur le fond, sur ce choix-là qui a été fait, qui dégrade au passage à une loi, à l'environnement de façon très prononcée. Il y avait une réhabilitation de Barneria qui n'a pas été étudiée. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas eu cette étude sur Barneria. C'était 3-4 millions en moins et des capacités d'investissement très importantes pour l'ensemble des territoires. Donc voilà un peu cette observation-là, sans ouvrir le dossier, puisqu'effectivement, le permis est déposé et ce projet-là va se poursuivre. Alors, Monsieur le Président parlait éventuellement aussi d'atténuation, de compensation pour les communes. Ça aussi, c'est un levier. J'espère qu'on ne sera pas contraint, et je crois que ça a été dit il y a pilier, c'est un des leviers sur lesquels il ne faut pas toucher. Mais des interrogations sur la fiscalité et sur des choix en termes de projet. Voilà pour ce qui est de ces observations-là. Alors des projets, des réflexions. Donc je l'ai dit, la mobilité, je pense que c'est un sujet sur lequel moi je souhaite voir quand même des traductions quand même assez rapides sur ces questions de mobilité, et notamment de versement de transport. Surtout quand on sait que les deux, trois entreprises qui protestent fortement contre ce versement de transport, 2-3 entreprises qui réalisent quand même entre 80, il faut que vous le sachiez, 80 et 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut quand même bien remettre les chiffres dans leur contexte. Donc il y a une crise sanitaire, certes, elle touche l'économie, certes, mais il faut qu'on puisse demain trouver des moyens pour développer ce réseau de transport en commun qui irriguera l'ensemble de notre territoire. La TGAP, effectivement, c'est un sujet extrêmement que le président, le vice-président Olivier Chambon connaît bien. C'est un sujet qui a fait rager, qui a mis en colère effectivement beaucoup de territoires. Va falloir qu'on réduise, qu'on trouve les moyens de réduire nos tonnages de déchets, et ça c'est un sujet, je pense, avec des actions de prévention beaucoup plus fortes et beaucoup plus ambitieuses, on peut atténuer. Voilà pour ce qui est de ces observations et de ces propositions. Voilà, donc je me tiens à la disposition et je suis très satisfait que les commissions puissent se tenir. Chacun puisse se rendre compte qu'elles sont constructives, elles sont nécessaires aussi pour l'exercice démocratique d'un élu d'une collectivité de la taille de Terre d'Or. Voilà, merci de votre attention. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole avec beaucoup? Merci, Monsieur le Président. C'est un fait que créer une communauté
communautés nouvelles à marche forcée, comme Wallourd, n'était pas une mince affaire. D'autant plus qu'on ne part pas d'une page blanche, qui aurait été plus simple, mais de 4 communautés précédentes, ce qui complique sérieusement la chose, et on ne peut que remercier et féliciter ceux qui sont parvenus, donc sont ici. Cela dit, considérer que tout ce que fait TDL est bien, et que 80% de ce qui complique vient de l'extérieur, sous-entendu l'État, souvent, qui est aussi le premier financeur, c'est un peu rapide. Moi, je constate que le différentiel entre les recettes et les dépenses, depuis 2017, on peut certainement remonter avant, est négatif, c'est-à-dire que les recettes évoluent moins vite que les dépenses. Ça, c'est pas nouveau, et c'est pas le Covid. Le Covid, il n'aura d'effet que l'an prochain, pas eu d'effet sur ces 4 années-là, et sur l'année 2020, sans doute encore très peu, heureusement. Donc, ça pose quand même la question. Alors, le document est bien fait, je remercie la mérite surtout, mais c'est l'objet du document d'orientation, de faire une projection sur plusieurs années. Bon, la projection est un peu inquiétante, mais bon, il y a quand même une contradiction, puisqu'on voit bien que la progression de l'endettement liée notamment à l'investissement possible, il y en a eu d'autres. Hein. Il y a le siège, il y a le fonds, notamment ici. On envisage déjà un autre investissement presque aussi important, parce que si j'ai bien lu, il s'agit de 7 millions pour les Cocoles. C'est ce qui est indiqué dans le document. Hein. Je ne sais pas ce qu'il en sera. Bon, ça me paraît un projet très intéressant. Le Clinique de Villassière souhaite y être associé dans les réunions de travail, puisque je l'entends parler pour la première fois ce soir, alors que je prends la peine d'assister à toutes les commissions, les groupes qui se constituent quand on y est. Voilà. Donc, on comptera encore beaucoup sur le soutien de l'État. Alors, c'est vrai, il ne faut pas nier que le soutien au fonctionnement a d'abord baissé puis stagné au cours de plus de 10 ans. Comme d'ailleurs le budget de l'État, comme le budget de toutes les collectivités, parce que, tout simplement, il n'y a que 2 financeurs, vrais financeurs possibles, l'État n'est qu'un entremetteur, ce sont les entreprises et les ménages. Il n'y en a pas d'autres. L'argent de l'État ne descend pas du ciel. Des entreprises et des ménages. Moi, quand j'entends qu'il y a des entreprises qui font 80 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, je m'en réjouis, ces entreprises du territoire, et j'espère que ça durera, et j'espère qu'elles en feront plus. On pourra peut-être les taxer un peu, mais à condition qu'elles en fassent plus et qu'elles soient encore là. Prudence. Je n'approuve pas du tout, pour ma part, l'engagement de certaines dépenses dans le compte tenu de la trajectoire budgétaire que nous avions déjà. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais enfin, sur le transport, par exemple, il est exact qu'il y a une question de mobilité. Mais qui, surtout, pour les jeunes, en matière d'accès à la formation à l'emploi, pour les travailleurs précaires. J'aurais préféré des réponses plus ciblées, plus souples, et surtout qui rencontrent mieux leur public que de créer des lignes. Quand je vois une ligne qui entre le 1er janvier 2020 et le mois d'octobre, allant à Racine, a eu 6 clients différents pour 15 trajets, j'ai repris au syndicat de transport, il y a de quoi s'interroger, ça allait plus vite de leur louer un véhicule. Je pense qu'il y a d'autres solutions, par exemple, à Thiers, l'éviter Thiers avec le soutien de la commune, acquis un petit véhicule et amène les apprentis, enfin, les stagiaires sur les différents lieux de travail. Je pense que faire bien, répondre aux besoins, ce n'est pas forcément des investissements très lourds, ce n'est pas forcément des actions très coûteuses. J'invite à y réfléchir. Dans le même sens, j'invite à réfléchir aussi à une sorte de FJT hors les murs, comme ça se fait dans d'autres territoires, où on conventionne des propriétaires, souvent des personnes âgées, isolées, qui sont contentes de recevoir des jeunes et des stagiaires pour 1 semaine ou 2 semaines par mois, pour un loyer très loyer. C'est un autre exemple d'action qui permet d'améliorer la mobilité, l'accès, sans investissement, à peu de frais. C'est un travail aussi qui peut être mené. Donc, dans les défis auxquels nous avons à faire face, il y a plusieurs façons de répondre. En tout cas, cette trajectoire, ce différentiel, créé, j'insiste, avant le Covid, il faudra bien le corriger d'une façon ou d'une autre. Voilà.
Dernier exemple, peut-être GEPAPI. Bon, je rappelle que la taxe n'était pas obligatoire. J'espère que ça ira à l'entretien de la rivière, car je ne comprends pas bien la phrase du rapport. Cette taxe vient corréler la planification des besoins en lien notamment avec le bassin. Elle vient corréler la planification des besoins. Très bien. Bon, enfin, est-ce qu'il y aura plus de gens pour descendre dans la rivière et tirer les embarques? Je ne sais pas. Qui fait quoi? C'est la peine. Voilà. Donc, est-ce urgent d'instituer la taxe? Je ne sais pas. Parce qu'il y a d'un côté, il y a l'aspect instituer une recette, il y a aussi ce qu'on en fait. Si c'est utile au territoire, d'accord. Si par exemple l'écopole permet une meilleure gestion et des économies, par ailleurs, il faut voir, on verra ça en étudiant. Voilà, je veux passer quelques exemples, pas critiquer tout ce qu'il fait, mais dire qu'il faut chaque fois s'interroger sur l'utilité, sur la façon de répondre. C'est là qu'on a quand même les meilleures marges. Sur les recettes, il ne faut pas s'illusionner. On a très peu de marge sur les recettes, à moins que quelqu'un ici veuille augmenter la fiscalité du ménage. Bon. Ou les entreprises, je l'ai entendu, bon, ça m'inquiète beaucoup, on a vu leur réaction, mais à mon avis, elles n'ont pas tort, et ça ne serait pas une solution. La prospérité du pays tout entier et d'un territoire, ces recettes fiscales seront fonction de son économie, de toute façon, quoi qu'il arrive. Après, il peut y avoir débat sur la façon dont on redistribue les choses. Je note quand même que les petites collectivités ont été relativement épargnées. Vous citiez le parc de Cahors, mais l'essence, il ne s'applique pas à l'élève. 60 millions de budget. Donc, inutile d'aller chercher des raisons là où il n'y en a pas. Certes, les aides à l'investissement sont fort augmentées. La DETR a été plus que doublée par l'État. Bon, ça se répartit en fonction des projets. Les conseils régionaux font un effort aussi, l'Europe également. Donc, il s'agit bien de maintenir la capacité quand même d'investissement malgré un autofinancement en difficulté. En difficulté, pratiquement aujourd'hui, prendre les collectivités, pas seulement la nôtre. Donc, il faudra le mettre à profit, c'est vrai. N'oublions quand même pas que subvention ou pas, avec des taux plus élevés, 50% et au-delà, il y a tout de même un reste à charge qu'il y aura à gérer. Il faut aussi gérer le temps. Je pense que la digestion de la piscine demandera peut-être un certain temps et qu'un gros projet derrière peut être digéré. Surtout, on peut attendre parfois 1 an ou 2 ans de plus. C'est à étudier également. Voilà. Donc, je ne veux pas. Je sais que l'exercice, j'en suis conscient. Je sais que l'exercice est extrêmement difficile. Nous souhaitons à l'universitaire y être associés de façon tout à fait constructive, mais dans ce souci de pertinence, d'efficience dans la réponse, et se dire qu'il n'y a pas qu'une seule bonne réponse à un besoin, il y en a plusieurs possibles. Que la meilleure n'est pas toujours la plus chère, l'expérience l'a largement montré. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole pour commenter? Oui, Christiane Sanson. Moi, je voulais dire qu'après les inquiétudes que j'ai exprimées en bureau communautaire le 12 janvier dernier, aujourd'hui, j'enregistre avec satisfaction la prudence des propos d'Olivier Chambon sur la trajectoire 2021-2024, qui m'avait effectivement beaucoup inquiété. Merci. Bien, alors, oui, Tara. Oui, juste un dernier point, juste au sujet de la loi NOTRe, je voudrais juste rappeler, et je crois que tout le monde s'en souvient, qu'elle a mis en œuvre des intercommunalités, des regroupements d'intercommunalités, elle nous a demandé de mettre en œuvre des regroupements d'intercommunalités, avec, dans l'espoir de faire des économies, notamment sur les charges personnelles. Et on se rend compte que malheureusement, ce n'est pas du tout la réalité, ce n'est pas ce qui se produit, et je trouve ça quand même assez dommage. Alors, ce n'est pas de notre fait, parce qu'il y a des services derrière la masse salariale, derrière les fonctionnaires de TDM, il y a des services, il y a des gens de qualité, il y a une utilité. C'était simplement pour quand même faire cette observation-là, parce que
dans ce qui nous a été vendu, voire imposé, parce qu'on était quand même un certain nombre ici, quand même assez méfiants et vent debout contre cette loi-là. Je voulais quand même rappeler cet élément-là qui complique aussi nos exercices budgétaires. Et un dernier point, sur les 80 millions de chiffre d'affaires chez Eric Beaucourt qui réalisent nos entreprises, trois entreprises dont je fais référence, on s'en réjouit. Mais je voulais juste rappeler que le versement transport, c'est 0,6% de la masse salariale qui était sollicitée. Alors bon, moi je veux bien que la fiscalité, que la fiscalité soit quand même pas trop réjouissante pour certains. Mais je tiens à rappeler quand même que il y a des entreprises sur le bassin qui bénéficient du CICE, qui bénéficient quand même d'orientation fiscale, qui ne sont pas d'une grande justice fiscale par rapport à nos territoires et à ce qu'on a à entreprendre pour ce territoire. Voilà, et j'en resterai là et je vous remercie de votre attention. Bien, y a-t-il d'autres expressions? Alors, l'objectif n'est pas d'apporter des réponses à tout ça, évidemment, puisque c'est l'expression libre des uns et des autres. L'idée, au contraire, c'est plutôt d'intégrer, de tenir compte, d'écouter, pour qu'on puisse bâtir un projet de budget qui soit le plus consensuel possible, avec des choix, évidemment, qui seront faits, qui seront proposés. Donc, on va dire que le Conseil communautaire a eu la présentation du rapport et que le débat a pu avoir lieu. Donc, je vous propose d'en prendre acte et de passer à la suite de l'ordre du jour, lequel appelle un rapport présenté par Olivier Chambon concernant une question d'amortissement de biens d'équipement sur un service commun. Rassurez-vous, je vais être très court. L'amortissement des biens d'équipement dans le cadre du service commun des écoles à Coupierre nous demande d'établir une durée d'amortissement où on voit 5 ans pour amortir les équipements sur ces écoles. Je vous rappelle que c'est l'intercommunalité qui paye ces équipements et donc l'amortissement sera supporté dans le cadre des prestations de services des communes comme une dépense des communes et une recette de l'intercommunalité. Des questions? Oui, Christiane? C'est pas à proprement parler une question, c'est plutôt une remarque. On est d'accord avec la proposition, mais on insiste sur le besoin de connaître les gros achats au fur et à mesure où ils sont effectués. Oui, ce sera mieux que les connaître, Christiane. Pour y être associé. Voilà. Non, mais on ne pas associé. C'est bien les élus qui utilisent le service commun qui décideront des équipements, des investissements, et personne d'autre. Après, évidemment, ils seront votés ici, mais la proposition, c'est vous qui la ferez. On est bien d'accord. Sous réserve de quelque chose qui relève de la sécurité ou d'hygiène, en tout cas, on sera un petit peu contraint, mais en dehors de ces cas-là, il n'y a rien qui sera imposé aux utilisateurs du service commun. Complètement. Autre question? Des abstentions? Des oppositions? Merci. Quatrième question, attribution de compensation provisoire pour 2021. Vous avez les tableaux, vous avez les communes. Et voilà, rien de fabuleux. Des claques validées. Des questions? Serge. Le micro, Serge. Il faut appuyer et se mettre devant. Voilà. C'est bon. Voilà. Je me fais, comme chaque année, porte-parole de mon conseil municipal. Donc il est toujours très difficile de comprendre que chaque année, on soit obligé de donner 10 000 € à peu près. Je comprends plus ou moins le processus, mais c'est difficile de le faire assimiler. Et l'impression générale est que nous sommes des parents pauvres et que c'est nous qui versons quelque chose. Je tenais à en faire là. On connaît pourquoi j'ai parlé des petites communes dans le propos du rapport d'orientation budgétaire. C'est bien parce que tu m'as déjà tenu ces propos-là. Qu'il y a des explications quand même à ces chiffres, mais il y a des explications historiques, il y a des explications de services dans l'urbanisme,
des choses comme ça, mais je proposerai, comme pour Rolmay, comme pour la Renaudie, comme pour Saint-Agathe, comme pour Saint-Victor, peut-être au nord, et peut-être d'autres, que les plus petits, voilà, ne soient pas impactés, parce que je sais que 8 000 € pour vous, c'est l'Everest quand c'est une petite montagne pour vous. Oui, voilà. Mais je sais que tu seras très convaincant vis-à-vis de ton conseil municipal pour leur expliquer que c'est peu. Oui, oui. Bon, Tu viendras leur expliquer. non, Mais en tout cas, c'est quelque chose qui existait avant la création de TDM. Hein. Non, c'est bien de le dire quand même. pas trop, mais Donc, bon, oui, je suis le porte-parole. on a identifié. D'autres questions? Des abstentions? Des oppositions? Merci. Dernière question pour moi. Un fonds de concours pour la commune de Courpierre, je vous ai expliqué les stations-service, même bâtiment que la bibliothèque municipale. Réflexion de la toiture, demande de la commune de Courpierre d'un fonds de concours, on propose 30%, vous avez les chiffres. Je vous propose de valider cette attribution du fonds de concours et bien sûr de transmettre aux bénéficiaires ce fonds de concours au titre du bilan financier définitif du projet accompli. Des questions? Des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Merci Olivier. Un point sur les ressources humaines concernant une convention de mise à disposition de services entre Tiers d'Or et Montagne et le Centre social intercommunal. Philippe Blanchot, vice-président en charge des ressources humaines. Merci, Président. Donc, effectivement, un point concernant une convention de mise à disposition. Donc, TDM exerce la compétence action sociale et, à ce titre, a déterminé comme intérêt communautaire le centre social intercommunal de Tiers, d'Or et Montagne. Le PCI souhaite confier au centre social intercommunal, structure d'animation de la vie sociale agréée par la CAF du Puy-de-Dôme, le soin de mettre en œuvre le projet social de territoire pour l'ensemble de la population de TDM à compter du 1er janvier 2021. Il en résulte donc qu'une mise à disposition, installant un lien direct entre les agents des services concernés et le centre social, est l'organisation la plus efficace à mettre en place. Cette mise à disposition présente un intérêt particulier dans le cadre de la bonne organisation des services. Nous vous proposons donc d'approuver la convention de mise à disposition des agents publics entre la communauté de communes et le centre social à compter du 1er janvier, et donc de m'autoriser à signer la convention. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Avis contraire? Abstention? Merci à vous, merci à Philippe. Ensuite, on arrive au pôle attractivité et une question concernant justement cette action contre la crise à travers une mise à jour de notre convention de participation au Fonds Région Unie. Stéphane Rodier va nous présenter le rapport. Oui, en fait, il y avait deux fonds, donc un fonds micro-entreprise, association et qui a pris fin normalement et donc il est proposé par la présente convention grâce à ce qui a été fait par la région de le mettre en place jusqu'au 30 juin 2021 avec des modifications. Donc les avances remboursables ne seraient plus jusqu'à 20 000 € comme précédemment, mais jusqu'à 30 000 €. Non plus pour les entreprises de 20 salariés, de moins de 10 salariés comme précédemment, mais de 20 voire de 50 salariés, et sans restriction relative au chiffre d'affaires. Vous dire que la communauté de communes a participé à ces fonds à hauteur de 169 392 € et qu'à l'heure actuelle, sur les deux fonds, le total des aides attribuées sur ce territoire est de 279 281 €. Donc un effet levier important pour le territoire.
Bien. Merci Stéphane. Y a-t-il des questions, en sachant que ce qui nous est proposé, enfin, la proposition vient de la région? Exactement. Oui, Eric, beaucoup. J'ai cru savoir, mais je ne sais pas lesquelles, certaines collectivités ont refusé de contribuer. Comment sont-elles traitées? Pareil, moins bien. Il y a moins d'argent sur la table, forcément. Mais alors, on a des éléments là-dessus. Je parle sous le contrôle du milieu régional, mais l'idée c'est que la participation des EPCI était avec pour objectif de doubler la mise de la région. Donc là où il n'y a pas eu la participation des EPCI, j'imagine que la participation, enfin, l'effet levier a été divisé par deux. Un pour deux, mais c'est surtout qu'à l'heure actuelle, on n'atteint pas tout à fait, puisque vous avez les chiffres que je vous ai donnés. À l'heure actuelle, on est à 169 000 euros qui a été mis sur la table par TDM et 280 000 qui ont été mis sur la table par la région. Donc, on espère faire mieux. Et d'ailleurs, c'est un peu le sens de la proposition de la région, puisqu'ils permettent d'ouvrir un peu plus le dispositif en termes de temporalité et surtout qu'ils l'ouvrent aussi en termes d'entreprises qui sont touchées par ce dispositif. Donc, nous espérons bien pouvoir atteindre au moins ce rapport de 1 pour 2. Caroline Guélon. Oui, pour répondre à Yves Beaucourt, voilà, quand les EPCI ont décidé de ne pas venir à hauteur, c'est pas, comment dire, c'est le destinataire final qui est pénalisé, hein, c'est pas l'EPCI de toute façon, de la part de la région. Ça fait moins d'aides qui tombent sur le territoire. Mais pour les entreprises, pour les acteurs culturels, voilà. On ne peut que se réjouir, pour ma part, c'est mon cas, de la participation et de la décision à l'époque unanime de souscrire à la proposition de la région. Oui, par. Oui, pour Madame Guélon, les EPCI qui n'ont pas souhaité contracter, pour quelles raisons? En fait, vous avez des arguments qui étaient recevables ou... Pour être honnête, j'en connais aucun qui n'ont pas contracté. D'accord, donc la question se pose pas en fait. Après, je ne vous dis pas que sur tous les EPCI de la région, le cas s'est pas posé, mais moi, j'en ai pas connaissance. D'accord. Bien. Est-ce que. Oui. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, juste, est-ce qu'on a un rapport intermédiaire du nombre d'entreprises qui ont touché au-delà du chiffre global de l'enveloppe qui est de 169 000? Oui, je les ai devant les yeux. Si j'arrive peut-être pas dans la liste, on pourrait peut-être proposer, pour répondre à notre collègue Francis Roux, de le mettre en annexe du compte-rendu de la région de ce soir. Mais au moins pour vous donner, on touche vraiment tout le territoire, hein, depuis Voleurs-Montagne, Voleurs-Ville, Saint-Rémy-sur-du-Rolle, Courpierre, Pierre évidemment, voilà, on touche tout le territoire. Merci, c'est une bonne nouvelle. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Je soumets donc au vote le rapport présenté par Stéphane Rodier qui vise à nous autoriser à signer cette convention avec la région, enfin l'avenant à la convention. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. On reste avec un rapport non pas en lien directement avec l'économie, mais plutôt à l'aménagement de l'espace, donc sur les aspects qu'évoquait Olivier Chambon pendant le rapport d'orientation sur toute la politique d'habitat avec ses programmes d'intérêt généraux. Et là, on est sur un document supra, puisqu'il s'agit du programme local de l'habitat. Donc, si Stéphane Rodier veut bien reprendre la parole, je la lui donne. Oui, en fait, j'avais déjà présenté le PLH. On a eu un certain nombre d'avis qui a fait suite à la présentation du PLH à diverses instances dans les services de l'État. Et il est proposé d'apporter quelques précisions. Le gros du document qui vous a été présenté a été conforme à la volonté commune. Il y a des précisions sur les enveloppes de densité moyenne nettes issues du SCOT par secteur. Il y a des précisions aussi sur le nombre de ménages issus des gens du voyage. On parle de 15 ménages, donc c'est vraiment des précisions
très fine, hein, et la part des typologies de logements sociaux à produire, plutôt des T1 et T2. Voilà les quelques modifications qui ont été apportées à un document de 300 pages qui prouve, et je tiens à saluer le travail fait sous la direction de Maleka Fournier, qui est un travail de grande qualité et qui avait été initié par ma prédécesseur, Christiane Sanson. En tout cas, ce travail a payé. Merci Stéphane. Y a-t-il des questions? Oui, j'aimerais connaître le statut du document. Est-ce qu'il est opposable quand? Par rapport au PLU, puisqu'apparemment, on ne va pas tout de suite caractériser lui, il y aura une mise en compatibilité obligatoire ou pas par rapport à ce document et au SWOT. Et enfin, même si la mise en compatibilité n'est pas faite, il sera appliqué. C'est-à-dire que dans telle commune, même si le PLU permet de faire quelque chose qui ne va pas dans le sens du SCOT ou du PLH, ça ne pourra pas se faire, le contrôle de l'égalité interviendra. Enfin, c'est une question. Hein. Il y a deux aspects. Il y a le SCOT, il est applicable aujourd'hui, 2021, pleine et entière, mais le Code de l'urbanisme précise bien quels sont les sujets pour lesquels le SCOT doit être saisi et pour lesquels on reste sur l'avis du PLU, du document d'urbanisme qui s'applique à la commune, parce qu'il n'y a pas d'intercommunalité sur le sujet, sauf, pardon pour la taille de l'intercommunalité, puisque vous parlez de la France, le RNU, le Règlement national d'urbanisme, s'applique dans 5 ou 6 communes de tiers-nord et montagne. Donc, on a ce cas de figure. Ensuite, le PLH est un document d'orientation qui est surtout prescriptif par rapport à l'engagement des bailleurs sociaux. C'est-à-dire que les bailleurs sociaux iront faire des logements sociaux là où le PLH prévoit de faire des logements sociaux. Autrement dit, c'est quand même un document qui est un peu prescriptif, mais pas forcément à l'échelle des communes directement. Qui implique des extensions possibles, pas possibles, etc. C'est pas prescriptif. Voilà, si c'est repris dans le SCOT, ça devient. Je parle du PLH. Alors, le PLH n'a pas par rapport à un document comme le PLU, n'a pas ce degré de prescription. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il accompagne, en particulier, c'est des actions, action numéro 1, il y a l'accompagnement technique à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme locaux, justement. Donc, c'est plutôt en accompagnement en vue de se conformer au SCOT plutôt que des prescriptions qui contraignent par rapport au SCOT. Mais ce document est passé effectivement devant les services du SCOT qui permet, en fait, il y a une compatibilité philosophique plus que de prescription de ce document du programme local de la ville. En gros, ça permet aussi de déclencher la mobilisation de ce qu'on appelle les crédits d'aide à la pierre qui viennent du niveau national pour le logement social. Oui, Christiane? Juste un petit détail, mais qui peut être important pour la compréhension. Le PLH, si il s'avérait un peu carcan, on pourrait, au cours des 6 ans où il est efficace, demander une revoyure. C'est toujours possible. Et ce n'est pas un carcan qui nous tient pendant 6 ans sur telle quantité de logements précis. Bien. Est-ce qu'on peut considérer que le Conseil communautaire a pris connaissance et approuve le PLH? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Toujours. Bien. Qu'est-ce qu'il
les plus osés. C'est d'approuver 380 pages qu'on a lues ou 300 pages qu'on n'a pas lues. D'autres sujets? Bien. Alors, on arrive au pôle technique, et là, un sujet, pour le coup, très précis, puisqu'on va parler de la reprise de matériaux issus des déchetteries. Donc, je donne la parole à Philippe Kerr, vice-président. Merci, Président. Donc, TDM avait contractualisé pour 2021 suite à la validation en conseil communautaire du 5 novembre 2020, si vous vous souvenez, avec Petit Pack pour les fibreux, carton de déchetterie et cartonnette issus des bacs jaunes, jusqu'à fin 2022. Voilà leur place pour les plastiques de type PET foncé, les bouteilles et les flacons, avant l'extension des consignes de tous, avec un ancien prix plancher de 80 € la tonne par pack. Le PET clair, donc les bouteilles et les flacons, le PHED et le PP, donc les films. Il est proposé ce soir de contractualiser en complément de 2021 fin 2022 avec Paprec pour les fibreux gros de magasin, c'est le papier mêlé, le gros de magasin, mélange de diverses sortes de papier et carton, portant au maximum 40% de journaux et magazines. Ce matériau est lié selon des normes bien précises. Le prix de rachat est de 10 € la tonne avec un prix plancher de 0 €. L'ancien prix plancher était de 5 € la tonne, donc effectivement on perd sur ce produit. Donc Paprec maintenant pour les écrits bureautiques, papier établi scientifiquement généré par les bureaux, broyé ou non, imprimé, pouvant comprendre des papiers colorés. Le prix indicatif de 130 € tonne, c'est une référence qui date de août 2020, et un prix plancher de 60 € tonne, c'est l'ancien prix. Ce type de papier n'était pas repris spécifiquement, mais rentré dans le gros de magasin. Alors maintenant, Norx Shop pour les fibreux type journaux ou magazines avec un prix plancher de 52 € la tonne. Son ancien prix plancher était de 50. En gagne légèrement. Citeo maintenant pour les plastiques entrant dans les flux de développement. Citeo a compté de la mise en place de l'extension des consignes de prix. Cet engagement de reprise et de recyclage concerne les plastiques du standard flux développement comportant le PET foncé et opaque, de type bouteille, flacon, pot et barquette monocouche. Le PET clair, ce sont des barquettes monocouches. PS, ce sont des pots et barquettes monocouches également. Barquette multicouche, donc emballage rigide complexe en plastique à compter du 1er janvier 2021, avec une teneur minimale de 90% d'emballage plastique rigide. Voilà, donc le prix de reprise est de 0 par contre, mais un soutien de Citeo à hauteur de 80% du tonnage, soit 660 €. Donc l'extension et la consigne de tri va débuter sur mai 2021. Donc c'est une mise en place qui va être effectuée sur la zone. Est-ce qu'il y a des questions? Je propose donc de voter. Qui est contre? Oui, pardon. Là, je vois qu'il y a différents types de plastique. Par rapport à la présentation que j'en ai, moi je trie toujours de manière peut-être à l'ancienne. Le pot de yaourt, c'est quoi? Non, ce que je veux dire par là, je ne vais pas vous le demander, c'est peut-être qu'il faudrait qu'on refasse les étiquettes de la promotion vis-à-vis des gens. Oui, parce que moi, je jette encore les paquets de lessive, mais par exemple, le pot de yaourt, je ne sais pas quoi en faire, l'emballage autour des panneaux, ça va venir à une autre. Si jamais ça évolue, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de plastique, et du coup, je me pose la question de savoir si. Ouais, voilà. La question de Francis est tout à fait heureuse parce qu'on est tous un peu perdus quand même. Face à la complexité des consignes de tri, si en plus on a l'occasion de voyager, plus trop en ce moment, mais bon, et qu'on va avoir des amis dans un autre coin du Puteaux ou de France, et on se rend compte que les consignes de tri sont encore différentes. La bonne nouvelle dans ce brouillard de déchets, c'est que le Valtom travaille à l'harmonisation de ces consignes. Ça va entrer en vigueur au cours de l'année 2021, à partir de mai. Le mois de mai, à l'échelle donc des collectivités, donc de l'ensemble du Puteaux plus un bout de la Haute-Loire. Bon. C'est le périmètre du Valtom. Donc il y a une bonne nouvelle et ce sera, Francis, l'occasion de relancer un peu de pédagogie
Pour qu'on sache bien, et puis tout à l'heure, il y avait une remarque sur l'optimisation du tri et sur la valorisation. Eh bien, ça passe par des consignes les plus claires possibles et globalement, une poubelle jaune qui puisse réceptionner un maximum de déchets recyclables pour justement produire le moins possible de déchets futiles qui vont finir dans un incinérateur. Voilà. Merci à tous. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai une, c'est que ça veut dire qu'il va falloir multiplier les grosses poubelles jaunes pour absorber toute cette quantité de plastique. Non, logiquement, non, on garde toujours les mêmes, ni plus ni moins. Ce sera, donc, après, ça va se trier différemment au niveau du site. Les poubelles et les sacs jaunes sont rarement pleins à craquer. Globalement, ça dépend où. Après, on ajustera. Hein. Oui, c'est un peu différent. Donc. Bien. D'autres questions? Oui, mais c'est à hauteur, c'est 660 €, oui, et donc c'est 92% des 660. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Je peux soumettre au vote. Vas-y, Philippe. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour vous être laissé emballer par le sujet. Merci Philippe. Bernard Guignot va essayer d'être aussi enthousiasmant pour nous parler d'accessibilité. C'est un beau et noble sujet. Et il va nous parler de la commission intercommunale d'accessibilité. Tout à fait. Alors, vous savez que la loi impose l'instauration d'une commission communale ou intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées dans les communes ou les EPCI dépassant le seuil de 5000 habitants. La communauté de Thiers et Montagne les dépasse largement, donc elle doit créer une commission intercommunale d'accessibilité, on va dire une CIA pour faire plus court. Cette CIA a pour mission de dresser le contrat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle a pour mission également de faire toutes les propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant, d'organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées, d'établir un suivi des agendas d'accessibilité programmés, ce qu'on appelle couramment l'ADAP, et des attestations concernant les ERP du territoire. Chaque année, la Commission doit établir un rapport annuel présenté en conseil communautaire et adressé aux représentants de l'État dans le département, au président du conseil départemental également, au conseil départemental et consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par ce rapport. Il est donc proposé de créer une commission intercommunale pour l'accessibilité à titre permanent pour la durée du mandat, composée en plus du président qui est membre de droit de 8 élus, dont 2 par territoire et 6 représentants d'associations. En tant que vice-président, je serai délégué aux moyens généraux. Je suis en charge d'animer cette commission. Les associations devront être issues des membres de la commission qui ne sont pas conseillers communautaires, devront répondre aux critères suivants: rattachement à des problématiques concernant le handicap, les personnes âgées, l'accessibilité, la qualité d'usage pour tous. La représentation de la diversité des types de handicap, visuel, moteur, auditif, cognitif, psychique et mental, pour les associations de personnes en situation de handicap. La promotion des intérêts des usagers et de la qualité des services publics concernés par la Commission. Il est alors proposé au Conseil communautaire de créer une commission intercommunale d'accessibilité à titre permanent pour la durée du mandat, d'arrêter le nombre de membres titulaires de la Commission à 14, dont 8 seront issus du Conseil communautaire et 6 des personnalités associatives. Il est aussi proposé d'autoriser le président de la communauté de communes TDM à arrêter la liste des personnalités associatives et de désigner les conseillers communautaires comme membres de la dite commission. J'en ai terminé, Monsieur le Président.
Tout le monde a suivi. J'ai remarqué. Alors, c'est un peu paradoxal, si vous voulez, que je vous donne un avis comme ça, histoire de susciter, de vérifier votre sagacité en fin de réunion. On nous demande de délibérer sur une commission obligatoire. Et oui, bien. Et le législateur doit lui-même de temps en temps un petit peu s'ennuyer. Il nous trouve des petites facéties comme celle-là. Bien, je vous propose d'adopter le rapport présenté par Bernard Vignot. Y a-t-il des questions? Des avis contraires? Oui, il faut le désigner. Tu les as pas cités, Bernard. Ah, je ne les ai pas cités, mais je peux le faire. Ce serait bien, oui. Absolument. C'était pour voir si tout le monde suivait bien et si les gens s'intéressaient à l'affaire. Je ne doute pas de la sagacité de Ricourt, même en fin de réunion. Alors, des membres avec un enthousiasme débordant se sont portés volontaires. Il s'agit de Thomas Barberia, de Sophie Delay, de Jean-Pierre Dubo, de Martine Munoz, de Philippe Pierre, de Pierre Pose, Georges Lopez et de Patrick Sauzel. Je les remercie bien sûr pour leur volonté et leur dévotion. Voilà. Voilà, maintenant, s'il y a une vocation qui se découvre, maintenant, nous étions convenus dans une concertation préalable avec Bernard Vignot que nous accepterions toute nouvelle candidature. À défaut, je vais mettre en voie cette proposition complète. Merci Bernard. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, il en est ainsi décidé. Il nous reste simplement à vous rappeler que nous avons dans la note de synthèse rappelé quelles étaient les délibérations prises par le bureau communautaire dans sa réunion du 17 décembre et dans celle du 12 janvier, et que nous avons également rappelé les décisions que j'ai été amené à prendre en vertu des délégations que vous m'avez confiées. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais une question. Oui, Eric Coucourt. Sur l'aire de mon passage, une demande de DLTR va être faite. Une demande de DLTR va être faite. Oui. Pour l'aire de mon passage. Oui. C'est pas un peu prématuré. Parce que dans l'État déteste qu'on lui fasse une demande s'il n'y a pas de démarrage des travaux d'engagement dans l'année. Et ils s'en souviennent parfois. Voilà, c'est tout. Hein. Est-ce qu'on est sûr d'engager quelque chose, au moins la maîtrise d'œuvre Alors, on va essayer. Alors, c'est un peu mais bon, je pense qu'on est un certain nombre à bien connaître la problématique autour de cette table. Les subventions, il y a un moment, il faut les demander dans un délai limité. C'est le cas de la DETR, on ne peut pas la demander toute l'année. Donc là, il y a un délai qui se terminait de mémoire fin décembre, début janvier, enfin mi-janvier. Et nous aurons en tout cas la précaution, si nous n'arrivons pas, parce qu'il y a une question de maîtrise de foncier pour faire un projet comme celui-là, et aujourd'hui, on n'a pas encore localisé définitivement l'endroit où pourrait se situer le projet. Donc si on se rend compte en cours d'année que nous ne serons pas en mesure de consommer cette subvention, nous ferons savoir au service de l'État afin qu'elle puisse être réemployée au profit d'autres collectivités. Merci. Dans ce sens-là, j'espère aussi. Bien, je voudrais vous rappeler qu'on a une réunion du conseil communautaire en dehors des réunions de commission, mais nous vous proposons de retenir une date pour une prochaine réunion en vue de préparer et d'adopter le budget définitif, donc qui aurait lieu le 10 mars. Voilà, pour que vous puissiez préparer le cas échéant vos agendas. Alors, c'est une date prévisionnelle, hein. On ne peut pas être certain toujours de tenir les prévisions qu'on projette, mais à ce jour, on en est là. Voilà. Une autre question sur la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un centre technique. C'est un sujet que je ne connais pas.
le coût de cette résiliation me paraît énorme. Alors, on n'a pas, c'est pas le coût de la résiliation. Ah bon? Non, non, c'est le fait de payer ce qu'on doit. Ah, je préfère. Alors, oui, c'est le travail. c'est que présent. C'est vrai. Résiliation du marché, 114 Non, 500. c'est le coût de la prestation réalisée depuis le début. Oui. Mais la résiliation en elle-même ne coûte rien à la collectivité. Oui, mais en tout cas, ça ne se fera pas. Ça sera autrement. Parce que c'est le centre technique qui va devenir Écopole. Donc, 114 000 ne sont pas tout à fait perçus. Ah non. Ah, ils peuvent évoluer, mais le but objectif, évidemment, c'est que ce travail puisse être repris, puisque le projet évolue, mais le site ne change pas. Ok. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais, en vous remerciant préalablement, ainsi que toutes celles et ceux qui ont permis la tenue de cette réunion, lever la séance, en vous souhaitant une bonne fin de soirée.